Bienvenue dans ce module 2 sur les migrations maghrébines. Au cours de ce module, nous allons donc prendre connaissance de certains traits historiques qui ont marqué la culture maghrébine et qui la caractérisent toujours aujourd'hui. En conséquence, cela nous amènera à mettre en avant la complexité du processus d'intégration des différentes générations d'immigrés maghrébins. Comme toute culture, et puisque le Maghreb est composé de plusieurs pays, il est trop simple d'avancer que la culture maghrébine est uniforme. Il faut ainsi dépasser cette simplification et s'informer pour comprendre tous les enjeux et la complexité de cette culture. Le terme Maghreb, au sens strict, désignait l'Afrique française du Nord, AFN, qui a englobé l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Apparue dans les années 1901, la notion de Grand Maghreb se réfère à un espace qui inclut également la Libye et la Mauritanie, ainsi que le territoire contesté du Sahara occidental. Elle fait référence à un espace géographique, mais ce concept reste encore très peu utilisé. Méditerranéen et africain par la géographie, arabo-musulman par la culture et la religion, le Maghreb repose sur un fond ethnoculturel originel berbère. Les régions subsahariennes y ont joué par le passé un rôle primordial en alimentant un métissage ethnique riche, doublé d'un melting pot socioculturel. Le voisinage de la Méditerranée, sorte d'autoroute maritime depuis l'Antiquité grâce à ses rives tricontinentales, l'a exposé à des influences diverses. Les invasions répétitives y ont produit des brassages et des fusions d'ethnies composites. L'histoire contemporaine du Maghreb est marquée par les colonisations françaises, espagnoles et italiennes, mais aussi par sa proximité avec l'Europe de l'Ouest. Depuis 1989, un rapprochement politique et économique a été initié avec la création de l'Union du Maghreb arabe. Pour comprendre l'histoire du Maghreb, il est important d'aborder la question berbère. De nombreux historiens font des Berbères les populations originelles d'Afrique du Nord. Les Berbères n'ont pas réellement eu d'existence propre, ni revendiqué de souveraineté, ou alors au nom de d'autres nations ou civilisations. C'est donc un peuple qui n'est pas structuré par des institutions politiques. Le printemps berbère désigne l'ensemble des manifestations réclamant l'officialisation de la langue amazigh et la reconnaissance de l'identité et de la langue berbère en Algérie le 20 avril 1980, en Kabylie et à Alger principalement. Il s'agit du premier mouvement populaire d'opposition aux autorités depuis l'indépendance du pays en 1962. En Algérie et au Maroc, les berbérophones sont certes minoritaires, mais ils constituent des minorités conséquentes puisqu'on peut les évaluer à 20-25% de la population algérienne et entre 35 et 40% de la population marocaine. Enfin, surtout en Algérie, les conditions historiques ont induit un nationalisme réactif, en particulier pour tout ce qui touche aux questions d'identité. C'est ainsi que dès les années 1930, toute référence à la berbérité a été assimilée à une remise en cause de l'unité nationale, à une manipulation du colonialisme français et depuis l'indépendance à une collusion avec des intérêts étrangers diabolisés, surtout français mais aussi israéliens, américains. Ainsi, la revendication de la langue berbère apparaît comme une remise en cause des fondements de la nation et de l'État. Le printemps berbère de 1980 a permis de revendiquer l'officialisation du berbère en Kabylie, puis dans d'autres régions d'Algérie. Finalement, le gouvernement algérien reconnaîtra le berbère comme une langue nationale, mais refusera son officialisation comme langue d'État, ce qui contribue à maintenir la tension sur la question linguistique et identitaire en Algérie. Après avoir fait une brève présentation du Maghreb, il me semble important maintenant d'aborder la question de l'enjeu de l'intégration des enfants issus de l'immigration. Cette partie se concentre donc sur les enfants issus de l'immigration maghrébine. Mais ce sont des enjeux tout aussi valables pour nombre d'autres enfants issus d'immigration de toute autre origine. Les fratries se distinguent par des situations hétérogènes. Certains enfants arrivent très jeunes ou adolescents en France et doivent s'adapter à un nouvel environnement scolaire et social. D'autres restent, au regard de la loi, des étrangers, même à leur majorité. Enfin, certains naissent en France et deviennent français à leur naissance ou à leur majorité. Dans tous les cas, c'est à l'école que revient le rôle de facilitateur de leur insertion. Les enfants bénéficient donc de l'éducation scolaire et deviennent pour la plupart des enfants relais. Les démarches administratives, les relations avec la société d'accueil sont l'affaire des enfants qui jouent le rôle de médiateur ou de relais entre leurs parents et la société d'accueil.
Parallèlement à ce rôle de médiateur, les enfants sont confrontés à un phénomène dit d'entre-deux cultures. Comment s'y retrouver et se retrouver entre les valeurs enseignées par l'école républicaine, telles que le principe d'égalité, la reconnaissance de l'individu citoyen, le respect des droits de l'homme, et les normes et les valeurs des sociétés maghrébines traditionnelles, marquées notamment par une définition et une hiérarchisation différentes des places, des statuts et des rôles, notamment masculins et féminins. Ces deux modèles, s'opposant en termes de valeurs et de systèmes culturels, sont à l'origine des conflits intergénérationnels qui sont internes à ces familles et qui peuvent compliquer parfois la construction identitaire. La communication devient ainsi parfois complexe entre les jeunes et les anciennes générations. Il y a souvent une redistribution des rôles familiaux, au terme de laquelle il apparaît que c'est le statut de la femme qui est le plus affecté par ces transformations. Les enjeux de transmission portent en particulier sur les pratiques langagières, les savoirs et les savoir-faire en matière culinaire, les conceptions et les stratégies dans le domaine matrimonial, les pratiques religieuses et leurs rituels, les normes et les valeurs, de même que sur la représentation du monde, de soi et des autres. La construction de pratiques à partir de deux systèmes de référence est le propre de l'immigration. Cela suppose d'adapter, mixer, combiner dans un contexte de pluralisme culturel. Les parents tentent parfois d'inculquer leur modèle, mais les enfants sont en contact avec d'autres modèles éducatifs dont ils s'imprègnent en même temps. Par conséquent, les enfants d'immigrés, plus particulièrement chez les jeunes femmes et les filles, sont dans un conflit permanent, car au centre de deux projets de socialisation qui entrent parfois en contradiction, deux pays, deux modèles, deux constructions sociales.